Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la paire ETH-BTC, puisque on dit souvent, voilà, Ethereum et BTC, c'est les boss, c'est vraiment eux qu'il faut miser sur les prochains, voilà, les prochains bull market, les prochaines années, on va dire, hein, parce que les autres cryptos n'ont pas ce fondat aussi puissant que Ether et BTC. Maintenant, on va se poser aussi la question, est-ce que je vais allouer une grosse partie de mon portefeuille à Ethereum, à BTC, combien, etc. Et pour ça, le plus important, d'un point de vue technique, c'est d'analyser la charte ETH contre le BTC. Quand on a un prix qui augmente, ça veut tout simplement dire que ETH surperforme le BTC. Donc si BTC prend par exemple plus 5%, ETH lui va prendre plus 10%. Et à l'inverse, si le BTC fait un moins 10%, eh ben Ether, il fera un moins 5%. Alors c'est une moyenne, hein. Quand je dis 10-5%, c'est pour faire comprendre qu'il y en a un qui surperforme l'autre. Ça peut être moins 7%, mais dans tous les cas, il fait un pourcentage, il va perdre beaucoup moins et il va gagner beaucoup plus. Ça c'est bien sûr quand ETH surperforme le BTC, donc par exemple pendant cette phase, et quand on va être dans une phase où BTC va surperformer l'Ether, ça va être tout simplement l'inverse. Maintenant, cette charte, elle est vraiment pertinente pour savoir à quel moment on va échanger nos BTC contre de l'Ether ou nos Ethers contre le BTC pour surperformer et faire une performance. C'est-à-dire que, admettons, ici, vous décidez d'avoir des Ethers, plus d'Ethers que le BTC. On fait par exemple, jusqu'à ce niveau-là, on fait un x2, et ben, vous avez surperformé BTC de 100%. Voilà, ça, c'est la pertinence d'avoir de switch ces BTC en ETH ou ces ETH en BTC. Maintenant, bien sûr, quand vous switchez, voilà, c'est pas non plus vous passez de 100% Ethereum à 100% BTC ou l'inverse. Voilà, si vous êtes plutôt réparti 50-50, et ben pendant une phase où vous pensez que d'un point de vue technique, Ethereum va surperformer le BTC, vous allez passer à 60% Ethereum ou 70 et inversement. Mais voilà, on va analyser cette charte vraiment sur du long terme, parce que bon, sur du court terme, on fera une analyse aussi court terme, mais c'est plus le long terme qui nous intéresse. On va regarder en monthly quels sont les niveaux clés qui nous intéressent sur Ethereum. Donc déjà, on a ici, on remarque une grosse zone d'accumulation, un gros support. Donc si on y retourne, ça semblera pertinent ici d'avoir beaucoup plus d'Ether que du BTC. Donc ici on a, on va dire, notre bas de notre gros range. On voit globalement, on reste, alors si je me mets même en 3 mois, globalement on reste dans une tendance haussière sur ETH BTC, puisqu'on voit qu'on fait des sommets de plus en plus hauts, mais on bute aussi avec des creux de plus en plus bas. Donc techniquement, on peut estimer qu'on est dans un range, bon, peut-être pas spécialement en 3 mois, mais on a notre haut de range qui va être ici, et enfin notre bas de range qui va être ici, et notre haut de range qui va globalement se situer ici. Maintenant, ça c'est vraiment pour quelqu'un qui a une vision très monthly, voilà, très très long terme. Si on passe en weekly, on a clairement des zones beaucoup plus pertinentes, comme ici actuellement, on est dans un haut de range, sur ce niveau-là, tac. On a notre haut de range qui est là, et notre bas de range qui est plutôt ici, tac. On constate qu'on a globalement une déviation haussière, et une déviation baissière. On a pris la liquidité au nord, on a pris la liquidité au sud. Donc actuellement on est dans un range. Pareil, stratégie de range, quelque chose de classique. Quand on va être en bas, avoir plus d'Ether que du BTC, et quand on va être en haut, plus de BTC que de l'Ether. Parce que ici, il y a de fortes probabilités que Ether repart, enfin la paire ETH-BTC, donc que Ether resurperforme le BTC, et à l'inverse, quand on est en haut, BTC a plus de chances de resurperformer Ether. On est dans un range, une résistance ça se short, et un support ça se long. Voilà, c'est une stratégie classique. Maintenant, toujours avec un stop loss, parce que si ça fait ça, bon, il y a peu de probabilité que ça fasse ça en une semaine, mais imaginons que ça fait ça, et moi le but c'est pas que vous soyez sous-performé par le marché, parce que vous aurez mal géré votre risque. Mais globalement, pour moi, stratégie de range, ça marche de cette façon-là. Donc les niveaux clés, on a les 0,10 qui sont un niveau que tout le monde attend, on va dire, parce que les 0,10, qu'est-ce que ça signifie? Si on arrive sur ce niveau-là, c'est-à-dire qu'un Ether vaudra 10% d'un BTC. Donc c'est vraiment un niveau psychologique ou qui est très attendu si on y va. Donc ça peut être très pertinent aussi. En plus on voit qu'on est sur un dernier niveau qui a été travaillé ici, on est sur quand même une résistance. Donc si on arrive sur ce niveau-là, ça sera très intéressant aussi d'avoir une prise de profit. Pourquoi pas une baisse pour aller rechercher le bas du range qu'on aura cassé. Alors pour le moment on l'a pas cassé, mais c'est les niveaux à connaître si on y va. Maintenant si on a également des acheteurs qui sont très puissants, on a ce niveau au niveau des 0,14 donc un Ether vaudra 14% d'un BTC. Donc ça c'est les niveaux à connaître. Maintenant les niveaux au sud, on a bien sûr cette grosse zone de support. Ici on avait notre ligne de coup du W, on voit qu'on a buté plusieurs fois dessus, et après le prochain niveau
c'est ce niveau-là, qui sera un niveau qui sera défendu. On a presque été dessus, mais ce sera un très gros niveau qui sera défendu. Après, globalement, vous pouvez aussi mettre le volume profile pour voir là où il y a eu le plus d'échanges, donc là où il y a eu le plus d'échanges en fonction d'un niveau de prix. Ce niveau de prix, c'est les 0,030, tout simplement, pas 0,030 $, mais 0,030, parce que c'est ETH contre le BTC, donc 0,030 BTC, et on sera tout simplement sur ce niveau-là. Donc c'est là où il y a le POC, le point of control de notre volume profile, et c'est un gros niveau qui sera bien défendu. Et on voit globalement, si on regarde l'historique de prix, on a bien buté dessus pas mal de fois. Donc c'est un gros niveau où si on y va ici, ça sera plus intéressant d'avoir des ETH que du BTC, parce qu'on peut jouer un potentiel rebond. On a un trou ici dans ce volume profile, c'est une zone d'imbalance. On voit qu'à chaque fois on l'a assez facilement traversé. Ici on l'a traversé, ici on l'a traversé, ici on l'a traversé, ici on a vite fait consolider dessus, ici on l'a traversé rapidement. Donc c'est une zone où globalement on a un trou dans ce volume profile, et les trous en général ils aiment être comblés. Alors c'est pas spécialement du sur à 100%, mais c'est une zone de localisation, pour avoir une entrée pertinente. Ça nous dit ok, le marché il pourrait potentiellement venir dans cette zone là pour faire du business et augmenter la taille du volume profile. Alors comme je dis, c'est pas du sur à 100%, ça va être comme les gaps, les zones d'imbalance, c'est juste des zones de localisation qui sont pertinentes à prendre en compte, tout simplement. Donc ça c'est pour une vision plutôt weekly. On va regarder juste le MACD d'un point de vue momentum, si on est plutôt bullish ou bearish. Alors qu'est-ce qu'on constate sur le momentum? Pour le moment, le momentum en weekly, il est plus bearish, parce qu'on voit qu'on faisait up DM, donc tout simplement des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Ici on voit que la tendance a été bien marquée avec des M. Ici on a une reprise potentielle en W, mais pour ça, il faudrait casser ce niveau-là. Et là, si on casse ce niveau-là, on ferait un M sur le MACD. Donc on aurait une convergence, parce que ça nous ferait un M également ici, et ça serait clairement une structure de top de marché qui serait assez bearish. Donc ça c'est d'un point de vue horizon de temps, voilà, très très long terme. Mais actuellement, on est quand même en haut de notre range. Donc attention, c'est une résistance qui est très dure à passer. Et ce genre de niveau, moi, sur le long terme, je vois Ether contre le BTC, donc Ether surperformer le BTC. Pour moi, il est plus puissant. Si on regarde par exemple l'inflation, que ce soit BTC et Ether est déflationniste depuis le passage en proof of stake. On voit que par exemple si ETH était resté en proof of work, il serait actuellement à plus 3,5% d'inflation, donc il y aura tout simplement plus 3,5% de tokens en circulation en plus sur une année. Donc voilà, donc ça c'est par an, mais ça, il évolue au fil du temps, puisqu'il y a plus en plus d'Ethereum qui étaient mis en circulation. Sur le BTC, avec les mineurs qui minent bien sûr du BTC, on a aussi plus 1,7%. Et qu'est-ce qu'on constate avec ETH 2.0? Eh ben, on est globalement déflationniste. Alors ça dépend fortement de l'utilisation d'Ether, s'il est beaucoup utilisé ou pas, mais globalement, il y a beaucoup moins d'inflation sur Ethereum, et c'est clairement quelque chose de très intéressant, parce qu'il y aura beaucoup moins de tokens en circulation, ce qui fera la rareté du token. Mais d'un point de vue de toute façon de long terme, moi je vois cette charte casser à la hausse. Maintenant, à quel moment on va la casser? Bah ça c'est très difficile à prévoir. On peut très bien continuer à consolider, faire une déviation au sud, puis la casser au nord. On peut la casser maintenant. Voilà, c'est très difficile à prévoir ce genre de cassure. C'est pour ça les stratégies de range, c'est plus intéressant de jouer sur les extrémités. On va passer sur une des temps un peu plus courte. Alors, hop, je vais enlever tout ce que j'avais mis. Tac. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Déjà, d'un point de vue divergence, alors on n'a pas spécialement de... Alors on avait une petite divergence ici sur le MACD. Hop, on voit qu'on fait un sommet plus haut que le précédent ici, alors que sur le MACD on fait un sommet plus bas que le précédent. Donc là on avait clairement une mise en garde qui nous disait ok, attention, les acheteurs sont de moins en moins puissants, les vendeurs reprennent le contrôle du momentum, et il y a de fortes probabilités qu'on au moins on rentre en range, ou au pire on corrige. Moi ce qui est très intéressant, c'est, j'en parle souvent, c'est cette accumulation qu'on a eue. Ici on a une magnifique accumulation week-off, on le voit. On a une très belle accumulation week-off avec ici un W, et ce W c'est une zone très importante à surveiller. On voit à chaque fois qu'on y retourne, on se fait rejeter, on a la ligne de coup de notre W, et à chaque fois qu'on vient mêcher dessus, on se fait fortement rejeter. Maintenant on a aussi des vendeurs qui sont très agressifs, parce que dès qu'on retourne dans notre zone de rechargement de short, donc entre les 0,118 et les 0,786, on a un rejet violent. On voit qu'on arrive sur cette zone de localisation, on avait peut-être une divergence MACD en plus. Non, on n'avait pas de divergence MACD, donc bon, d'un point de vue momentum ça restait intéressant en termes de
alors je vais le remettre, c'était plus un momentum haussier, même si on commençait à décroître, mais ça restait un momentum haussier. Mais d'un point de vue localisation, on était plus dans une zone où les shorts avaient l'opportunité de shorter le marché, dans notre zone de rechargement de short, et surtout on instaurait ici un M-top qui est une structure bearish. On voit qu'on fait un M-top à la cassure ici, on rebute sur la ligne de coup et on a notre continuation haussière. Maintenant ce qu'on veut voir, c'est vraiment des acheteurs qui défendent ce niveau là et qui nous montrent une structure en W. Voilà, il faudrait casser ce niveau là, on aura un W, bon même s'il est pas magnifique, je préfère que le deuxième creux du W retrace plus bas, avoir quelque chose plutôt comme ça, mais ça nous indiquerait au moins qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus haut, chose qu'on ne fait pas ici vu qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc ça c'est voilà, d'un point de vue, voilà, ce mouvement de prix qui s'est passé sur les derniers mois. Voilà globalement comment le jouer. On a pareil une borne haute, une borne basse ici, et on peut estimer une borne haute ici, ou ici si on a un range un peu plus court terme, et pareil, stratégie de range, le haut, le bas du range ça se long, et le haut du range ça se short. Qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais voir les tunnels Vegas. Ok, on était passé sous le tunnel Vegas 3 jours. Donc ici on a un tunnel Vegas 3 jours, on était passé en dessous. On l'a réintégré et actuellement il fait office de support. Donc ce tunnel 3 jours, faut vraiment pas le casser, puisque c'est clairement, voilà, si on voit à chaque fois on bute assez souvent dessus, que ce soit en termes de support ou de résistance, mais c'est clairement un tunnel très pertinent. Le tunnel 1 jour, on est également au-dessus. Je vais passer en une tête un peu plus courte. Ouais, on est pour le moment au-dessus, donc ça reste intéressant. On voit qu'on évolue globalement au-dessus du tunnel 3 jours, au-dessus du tunnel 1 jour. Ce qu'il faudrait là, sur une horizon de temps un peu plus court terme, c'est que le tunnel 1 heure vienne cross le tunnel 4 heures. Donc le tunnel 1 heure c'est le tunnel en orange et le tunnel 4 heures c'est le tunnel en rouge. Et ça nous indiquera un signal assez intéressant. Donc on n'en est pas loin. Mais ce qui est intéressant c'est là, pareil, ça c'est quelque chose à prendre en compte, mais les tunnels se font souvent casser quand le tunnel est fin. Là on voit qu'on a les tunnels qui sont fins, donc le tunnel 15 minutes, 4 heures et 1 heure, et on les casse très facilement. Et en général on bute dessus quand ils sont bien larges. Alors on peut très bien buter dessus quand ils sont fins, comme là on voit qu'on bute dessus, mais globalement c'est plus simple de les casser quand ils sont fins. Mais pour le moment les tunnels sont, alors les tunnels long terme sont bullish, vu qu'on a le 3 jours en dessous, une journée en dessous. Ce qu'il faudrait c'est une cassure du H1 au-dessus du 4 heures. On va regarder, hop, les points pivots qui nous donnent des zones de localisation aussi très intéressantes. Alors, on va mettre le point pivot yearly. Donc ça, c'est tout simplement voilà, des points pivots qui sont calculés en fonction des années précédentes et ça nous donne des points pertinents. On a un magnifique pivot ici, on évolue au-dessus, donc c'est une grosse zone de support. Il ne faut absolument pas casser ce niveau à la baisse. Et le prochain pivot yearly, il est au-dessus ici. Ok, on va regarder les points pivots plus court terme en monthly. Tac. Alors, on voit parfaitement qu'on est dans notre range. Ici, on a notre point pivot qui fait office de support, et ici notre point pivot qui faisait office de résistance. On l'a cassé, il a fait office de support, on l'a recassé, il fait office de résistance. Donc pour le moment, on est pile dessus, et là on est plus donc sur du court terme, on est sur du H4, voilà, H4, H1, on est plus sur une tendance short. Alors bien sûr, ça suffit pas d'avoir une confirmation, mais il nous faudrait plutôt une structure en M pour avoir une continuation, pour aller retourner chercher le bas de notre support. Voilà, j'ai terminé sur cette analyse. Moi, de mon point de vue sur du long terme, c'est bullish. Maintenant, on attend toujours des confirmations techniques avec des cassures de haut de range ou bas de range, mais moi, sur les ranges, je préfère jouer les extrémités. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voyez ETH surperformer le BTC ou le BTC surperformer ETH, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.